le trop n'est jamais bon. Enfin, le trop nous empêche le plaisir aussi. Je passe environ 7h20 par jour sur mon téléphone. Moi, en consommation Twitter, c'est genre... Je sais pas, genre tout le temps en fait. Je like, une photo que j'aime pas trop, je like quand même. Pour moi, c'est pas du vrai amour. Je m'en fous, je like. You got mail. T'es tellement conditionné dedans, et des fois quand tu dors, quand tu poses des questions qui n'ont pas lieu d'être, tu te dis mais attends, est-ce que j'ai fait mes plans? Attends que je repère. Pour cet épisode, je reçois Bella Lotto. La recevoir me tenait vraiment à cœur car je souhaitais échanger avec elle sur les impacts environnementaux et éthiques du numérique. Car si les conséquences de l'hyperconnexion sur votre santé mentale et physique et sur votre cognition ne vous ont pas convaincu de changer vos usages, peut-être le ferez-vous pour la planète. Mais surtout, vous verrez que tout est imbriqué. Bella Lotto est experte du numérique responsable et auteure. Elle a entre autres écrit l'ouvrage Guide d'un numérique plus responsable, paru aux éditions l'ADEME en décembre 2020. Il a été également traduit en anglais. C'est donc un livre de référence. Elle est aussi la cofondatrice de l'association Point de Mire, m.i.r, qui propose des ateliers de sensibilisation, des projections, des débats, des expositions ou encore des supports pédagogiques pour que chaque citoyen puisse découvrir les impacts environnementaux du numérique. Sans plus attendre, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Bella Lotto. Donc on va commencer avec une question assez générique. Donc quel est l'impact du numérique sur la planète ? Est-ce que vous auriez peut-être quelques chiffres majeurs pour en parler ? Oui, c'est une question très vaste en effet. On peut précisément effectivement donner quelques chiffres, sachant que alors très souvent ce qui est donné, ce qui est mis en avant, c'est la star des stars, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre. C'est quelque chose effectivement qui est toujours brandi, alors avec raison et un peu à tort aussi. Enfin, avec raison dans le sens où évidemment c'est quelque chose qui contribue au réchauffement climatique, au dérèglement climatique, donc il est bien normal d'en parler. Alors en ce qui concerne les pratiques numériques, l'univers numérique, il représente en gros, les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur représentent en gros 4% des émissions mondiales, qui est 2 fois plus que lorsqu'il avait été évalué en 2007. En plus, 2 fois plus que l'aviation civile. Comparaison extrêmement intéressante, puisque finalement, ça montre qu'effectivement, il n'y a pas que l'avion qui est le méchant. Mais ça, c'est juste pour la petite histoire. Et alors quand je disais qu'il était mis en avant cet indicateur, je dis qu'en fait c'est souvent non pas au détriment, mais il cache souvent d'autres indicateurs qui sont extrêmement importants, et notamment la pression sur l'eau, notamment les ressources abiotiques dont on a besoin bien évidemment pour construire du numérique. Et c'est là qu'un deuxième chiffre peut être intéressant, c'est qu'effectivement l'écrasante majorité de l'impact environnemental a lieu lors de la première étape du cycle de vie, à savoir extraction, fabrication, chose que l'on n'a pas forcément en tête, beaucoup plus que sur l'usage. Donc il est extrêmement important d'avoir ça vraiment présent en permanence, parce que ça implique aussi que effectivement on va choisir des meilleures pratiques, notamment d'allonger la durée de vie par exemple du matériel. Donc voilà. Après on peut dire que le numérique implique et a besoin de grosso modo 10 à 10% d'électricité dans le monde, par exemple, des choses comme ça. Et puis il y a plein d'autres chiffres qui peuvent être intéressants, mais celui qu'on peut retenir aussi, c'est non pas seulement les émissions de gaz à effet de serre mondiales, mais aussi le fait que c'est le secteur qui augmente le plus vite ces émissions. Donc ça, c'est extrêmement important, et c'est ça qui est le plus inquiétant finalement. C'est vrai qu'on a tendance à faire des tonnes sur le fait de supprimer ses mails, ce qui est une très bonne chose à faire, effectivement. C'est vrai que quand on compare à l'aviation civile, tout de suite, c'est beaucoup plus effrayant parce que effectivement, l'avion, ça paraît, c'est concret. Il y a un énorme truc qui vole dans le ciel, qui fait des distances incroyables, et donc forcément, on se rend compte que ça pollue. Mais les ressources métalliques, tout ça, c'est tout aussi important, et donc c'est vraiment intéressant de le rappeler dans sa globalité, je trouve. Effectivement, c'est très important d'avoir une vue générale, une vue complète du cycle de vie, et c'est en effet valable pour tout secteur d'activité, tout objet qu'on a entre les mains, c'est-à-dire qu'effectivement, penser au début, donc l'objet va naître, l'objet est utilisé, l'objet va mourir, voilà.
Alors idéalement, l'objet peut avoir plusieurs vies, c'est le cas du numérique et il faut se battre pour qu'il ait plusieurs vies. Contrairement à l'être humain, il a plusieurs vies, donc il peut avoir plusieurs vies. Voilà, donc il faut en profiter. Quelles sont les bonnes habitudes qu'on peut adopter dès aujourd'hui quand on sait tout ça? Effectivement, donc déjà j'imagine que utiliser son appareil jusqu'au bout, du coup, c'est compliqué. Enfin, il y a l'obsolescence programmée qui nous empêche peut-être parfois de lui donner plusieurs vies, mais quand c'est possible, du coup, aller vers comment on appelle ça, le reconditionner peut-être, essayer de transmettre ses appareils à quelqu'un qui a des usages moins importants peut-être aussi. Quelles sont les bonnes habitudes qu'on peut adopter? Alors, l'obsolescence peut être programmée, il faut le prouver et c'est puni par la loi, par une loi en France, donc ça c'est parfait. En revanche, il y a obsolescence de tout type, marketing, une obsolescence d'usage, une obsolescence de plein de choses comme ça, qui font qu'en fait, il y a eu aussi une obsolescence dont on ne parle pas souvent, c'est l'obsolescence liée au mésusage de l'objet. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que l'obsolescence n'est pas seulement celle de l'objet, mais aussi celle de l'usage que l'on en fait. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir en tête, on n'en parle strictement jamais, ce qui veut dire qu'en fait, la réponse c'est connais ton objet, tu te sentiras mieux, tu pourras ménager un petit peu ta monture. Donc là, la connaissance, la compétence, et là je parle plutôt pour les ordinateurs un peu plus que des smartphones, mais smartphones c'est valable aussi, mais connaître son objet, etc., c'est déjà quelque chose qui est important, parce qu'en fait, on a toujours, on nous livre finalement un objet dont on a absolument, enfin on nous donne les clés, mais en fait on a une voiture de sport dans les mains, et donc on n'a jamais appris à conduire, on n'a pas de permis de conduire très souvent. Alors je parle pas pour les spécialistes, je parle pas pour les informaticiens, je parle pas pour les geeks qui sont souvent amenés à bien connaître leurs objets, mais la plupart du temps, pour le grand public, on connaît absolument pas, enfin on sait pas du tout utiliser un truc, quoi. Donc l'obsolescence, d'abord primo, elle n'est pas seulement programmée, elle est de tout ordre, et deuxièmement, effectivement, avant même de vouloir aller vers du reconditionné, ce qui est une bonne idée, il faut essayer de faire durer le plus longtemps possible. Et plus longtemps possible, ça ne veut pas dire forcément pour un seul et même propriétaire. Ça peut être aussi, comme vous l'avez précisé, le donner à quelqu'un, avoir une passation de pouvoir, si j'ose dire, pour une personne qui aurait effectivement des besoins moindres et qui serait tout à fait ravie d'avoir la machine qui ne nous conviendrait plus. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, effectivement, retarder le plus possible une nouvelle acquisition. Alors, évidemment, a fortiori, quand c'est une nouvelle acquisition au sens le produit est neuf, ça c'est clair qu'il faut absolument éviter d'acheter du produit neuf. D'ailleurs, j'encourage tout le monde pour Noël à faire vraiment zéro électronique device pour Noël, parce que ça, on va tous dans le mur comme ça. Mais je sais que Noël, c'est justement le top de tout ça, mais moi j'encourage les gens à ne pas le faire si on peut. Mais voilà, donc être dans le réemploi de notre côté, c'est-à-dire essayer de faire une passation et que notre ordinateur ou notre smartphone soit utile pour quelqu'un d'autre, c'est le réemploi. Et puis acheter reconditionné si on veut vraiment acheter une nouvelle machine, ou en tout cas quelque chose qui nous conviendrait davantage. Voilà. Et le reconditionné, j'insiste aussi sur le fait qu'il vaut mieux choisir du reconditionné local, si l'on peut, plutôt que des boîtes ou des places de marché qui effectivement proposent du reconditionné. Certes, ça peut être bien aussi, mais idéalement, c'est encore mieux quand c'est local, quand ça fait aussi fonctionner des entreprises du coin où où ça n'a pas traversé l'Atlantique pour être reconditionné, par exemple. Voilà. Oui, tout à fait. Et donc ça, c'est au niveau effectivement de l'objet, enfin des objets, donc pour les ressources métalliques comme on parlait tout à l'heure, mais au niveau de l'usage justement de ce qu'on consomme, de ce qui peut... Alors là, on va se rapprocher du gaz à effet de serre. Peut-être que vous allez me dire que c'est un faux problème, mais est-ce qu'il y a déjà des habitudes qui sont particulièrement néfastes ? Je crois que consommer énormément de contenu en ligne, notamment quand on n'est pas attentif, les vidéos en boucle, etc., c'est quelque chose à proscrire, si je ne me trompe pas. Et voilà, est-ce qu'il y a d'autres bonnes ou au contraire très mauvaises habitudes qu'on peut déjà supprimer de nos quotidiens sans que ça nous impacte particulièrement ? Oui, il y en a une qui est simple et pas très simple en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, avant effectivement de parler davantage de l'usage en ligne ou autre, au niveau de la navigation par exemple, on peut déjà, d'ores et déjà, dire que éteindre son matériel, c'est bien.
Alors on l'oublie, on avait appris qu'il fallait éteindre les lumières et c'est à peu près dans les mœurs maintenant. Ou arrêter de fermer le robinet d'eau quand voilà. Là c'est exactement pareil. On peut prendre l'habitude tout simplement d'éteindre son appareil quand on ne l'utilise pas. Voilà, c'est tout bête, mais c'est quand même un truc de riche de laisser toujours allumé, hein, faut le dire. Donc éteindre l'extinction des feux, c'est très bien, et notamment celle de la box par exemple. Éteindre la box quand on peut, alors le soir, les week-ends quand on s'en va, pendant les vacances, en bonne intelligence avec nos partenaires de vie, ça c'est pas mal. Alors ça peut faire des petites discussions. Houleuses parfois, ça c'est tout à fait possible. J'en conviens aisément, mais faudrait le faire idéalement, c'est très très bien. Un des premiers gestes, c'est vraiment d'éteindre sa box et le boîtier télé qui va avec d'ailleurs, parce qu'on l'oublie souvent. Après, extinction des feux, c'est-à-dire de l'ordinateur qu'on utilise, ou alors au minimum utiliser la veille prolongée. Voilà, si on peut. Alors sous réserve des mémoires flash, etc., parce que c'est pas idéal, mais enfin la plupart du temps, on peut en tout cas mettre en veille, mais l'extinction est clairement conseillée, donc ça c'est déjà en termes d'énergie, ça serait vraiment très bien. Donc box, boîtier télé et ordinateur, en tout cas, voilà. Et puis éteindre son smartphone de temps en temps, ça lui fait pas de mal, bien au contraire. Ensuite, on peut passer à ce qui est navigation et usage en ligne finalement. Effectivement, ce qui va être assez impactant, c'est bien sûr le streaming vidéo qui est effectivement une des actions assez énergivores et puis effectivement qui va avoir des effets assez précis. Alors en termes en effet d'énergie et donc de gaz à effet de serre bien sûr, alors c'est pas un faux problème, c'est tout simplement que je ne veux pas qu'il cache les autres problèmes, c'est tout. Ouais, voilà. Alors en termes de streaming, effectivement, maintenant ça commence à être assez connu comme astuce et meilleure pratique, c'est effectivement essayer de faire en sorte que les vidéos ne soient pas automatiques, en lecture automatique, parce que ça c'est absurde. Je ne compte pas le nombre de fois où je me suis endormie entre 2 épisodes ou 3 épisodes d'une série, donc ça sert à rien de se rendre compte qu'on est à la quatrième épisode pour rien. Je pense que c'est arrivé souvent à pas mal de gens. Et puis moi je ne tolère pas, en ce qui me concerne, qu'on m'oblige et qu'on m'impose un contenu que je n'ai pas choisi. De toute façon, là, même au niveau cognitif, c'est terrible. Absolument. Ça ne laisse pas du tout le libre arbitre en place, ça joue sur nos biais cognitifs. Enfin bref, au-delà de... Bien sûr, absolument. Au-delà de l'écologie, c'est terrible comme fonctionnalité. De toute façon, absolument, mais ça c'est votre domaine, absolument, mais on ne devrait donc pas déjà séparer les deux domaines. L'environnemental et le cognitif et la partie psychosociale devraient absolument pas être séparés. Et on a une foutue habitude de tout séparer. Même que j'irais même plus loin, il faudrait pas qu'il y ait un ministère de l'écologie, ça sert à rien. Il faudrait que l'écologie elle soit totalement dans l'ADN de tous les ministères. Donc, grosso modo, en tout cas en ce qui concerne le numérique, je pense que on ne devrait absolument pas séparer les choses et ça devrait être de même que une chose à laquelle je n'ai pas fait allusion et qui est pour moi, à mes yeux, encore plus importante que tout le reste, c'est les dommages humains que l'on fait lors de l'extraction-fabrication et lors de la fin de vie, par exemple. Je ne l'ai pas du tout évoqué tout à l'heure, mais du coup, je ne veux surtout pas l'oublier. C'est effectivement toute la partie droits humains bafoués, esclavagisme électronique, etc. Et là, on ferait fort bien de changer notre relation avec l'électronique, parce que ça ne va pas du tout, quoi. Et là, clairement, si on est un être humain bien constitué et qui a une conscience, on devrait même pas pouvoir supporter l'idée d'avoir des appareils dans les mains, quoi. Alors là, si je culpabilise les gens, tant pis, c'est pas mon but, mais je pense quand même que, on en parle très peu, et quand on en parle, on a presque l'impression d'être gêné d'en parler, et encore une fois, c'est pas une question de culpabilité, c'est une question de responsabilité, donc voilà. Et moi, ça interroge ma responsabilité à chaque fois que j'en parle, hein. Rassurez-vous, je me sens pas forcément bien non plus, hein. Voilà. Et c'est difficile dans nos sociétés actuelles de se sentir bien dans tout ce qu'on fait. Si on regarde tout de trop près, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais rien n'empêche d'en parler tout le temps, d'échanger là-dessus, c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, et puis de revendiquer, d'être militant. Et ça, c'est pas du tout perdu, c'est au contraire, c'est une façon de se sentir bien finalement, de s'exprimer, et la révolte est très, très bienfaitrice, hein, tant qu'on le fait pas violemment.
rappeler tout ça, rappeler effectivement d'où viennent nos appareils, etc. Ça plante une petite graine aussi pour que chacun se pose des questions. Et puis la prochaine fois qu'il y aura une hésitation entre un appareil neuf et un reconditionné ou récupérer celui de quelqu'un d'autre, voilà, peut-être que ça fera pencher la balance aussi du bon côté. Donc c'est toujours intéressant de le dire. Oui, tout à fait d'accord. Moi, j'ai envie de rajouter même une chose, c'est que on a l'impression de découvrir tout ça tout autant que nous sommes. On a l'impression de découvrir tout ça, mais en fait, c'est parce qu'on est au lendemain de la dernière guerre mondiale, on est en état de choc suite à la consommation effrénée. Donc, quelque part, ça fait plus de 50 ans qu'on est dans un état d'ébriété avancé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je rebondis sur cette notion de sobriété numérique que moi, je n'utilise pas. C'est qu'en fait, je préfère m'attaquer à l'ébriété numérique plutôt que de parler de sobriété numérique, parce que je pense que le combat est plus important dans un sens que dans l'autre. Et d'autre part, je pense aussi que quand on est dans un tel état d'ébriété, ce qui est le cas de tout le monde ici, là je parle des pays riches, occidentaux, je parle de nos pays en tout cas, et je m'aperçois qu'en fait, on ne peut pas passer de l'état d'ébriété dans lequel on est à l'état de sobriété qu'on souhaiterait avoir, ou en tout cas de pratiquer une sobriété, sans passer par un intermédiaire qui serait le sevrage. Parce que toute personne qui a vécu une problématique d'ébriété ou d'addiction sait très bien qu'il faut passer par un plancher intermédiaire, qu'il faut redescendre pour se retrouver dans un état correct. Donc moi, ça me fait vraiment doucement sourire d'entendre parler les grandes entreprises du CAC 40 et autres qui prônent la sobriété numérique tout en nous exhortant d'aller acheter et rééquiper notre maisonnée en terminaux compatibles 5G. Voilà. Donc je veux bien qu'elle fasse et qu'elle brandisse la sobriété numérique, mais c'est pas que c'est un cache-sexe, c'est tout simplement du greenwashing à partir du moment où elle propose les pires orgies numériques, par exemple, pour cette fin d'année. Je suis désolée, je suis vraiment peut-être crue, mais c'est vraiment là. Alors là, en termes de dissonance cognitive, on peut pas faire mieux. Ouais. Non, moi, je suis peut-être déjà un peu sensibilisée à la problématique. Moi, je vous trouve pas crue pour le coup. Je trouve que c'est vraiment super intéressant le parallèle avec l'ébriété numérique. Effectivement, c'est ça, c'est tout à fait ça, et c'est tout à fait en adéquation avec ce que je prône au niveau de l'attention, c'est-à-dire que je prône pas d'aller dans la forêt et de ne plus toucher ces appareils électroniques. Voilà, je sais qu'ils sont très ancrés dans nos quotidiens actuels, et déjà si on arrive à favoriser enfin pas favoriser, mais en tout cas à ne garder que les usages positifs et à éviter au maximum les usages négatifs, néfastes, qui vont nous poser problème, c'est déjà... c'est gagné en fait. Donc effectivement, cette période de sevrage, elle est très intéressante aussi parce que elle peut peut-être pas déculpabiliser, mais en tout cas rendre moins effrayant le travail qu'il y a à faire, je trouve. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'on va passer, on sait bien qu'on va passer par différentes étapes, que ça va pas être parfait tout de suite, mais que ça vaut le coup de faire des petits efforts déjà pour commencer et que ça viendra progressivement. D'autant plus qu'effectivement, on a, je sais plus, je crois que c'est Thoreau qui est un auteur que j'aime beaucoup, auteur américain, qui disait on est devenus les outils de nos outils. Donc l'idée c'est pas de dire en effet que le numérique est mauvais, etc. On est bien d'accord. L'idée c'est effectivement que ça reste un outil, déjà primo. Moi je suis pas esclave de mon ordinateur, c'est lui mon esclave. Mon smartphone est mon esclave et c'est des objets, donc ils peuvent être mes esclaves. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème. L'inverse, ça me gêne beaucoup. Voilà. Et donc, effectivement, on a envie de reprendre contrôle de tout ça. Ça rejoint bien sûr tout ce que vous faites, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. À partir du moment où le rapport de force est inversé, c'est qu'il y a un problème. C'est ça. Et du coup, quand on reprend, je dirais, le discours environnemental, enfin le combat environnemental, quand un outil reste un outil, en fait, quand on l'utilise avec une belle modération, il n'y a aucun problème. Il nous rend les services, c'est tout. Il nous suggère pas d'autre chose, il nous rend service tel qu'on l'a envisagé en tant que personne humaine à la fois un peu intelligente et un peu bienveillante. Donc voilà, normalement l'équilibre se fait. Oui, tout à fait, complètement. Juste éviter les excès qui sont, comme vous le disiez, encouragés par le marketing, des mauvais usages, etc., qui sont effectivement... qui rendent la chose problématique.
Exactement, et pour compléter juste ce que je disais justement par rapport à cette sobriété numérique qui, moi en fait, ça m'interpelle à chaque fois qu'on m'en parle, c'est qu'effectivement, parce qu'en plus c'est une expression qui est maintenant utilisée même par l'État, par le gouvernement, etc. Effectivement, la sobriété numérique, quand c'est brandi par une entreprise, il devrait toujours y avoir à côté, ça veut dire, cher monsieur le président de cette entreprise, ça veut dire vendre moins. Voilà, parce que la sobriété numérique devrait être sobriété tout court, donc ça veut dire que le système économique qui est sous-tendu doit changer. Et s'il ne change pas, il n'y aura jamais de sobriété numérique, clairement. Hein. Donc c'est pas la peine qu'on me la fasse si on n'y a pas la moindre réflexion sur une réflexion systémique, le paradigme économique dans lequel on vit depuis des années. Enfin, on a toujours vécu là-dedans, nous. Enfin, pour ceux qui habitent en Occident et en France en particulier. Non, c'est certain que sobriété, c'est complètement, encore une fois, en dissonance avec la réalité dans laquelle on est. Mais voilà, sobriété et capitalisme, ça ne va pas ensemble, tout simplement. Et donc, il y a une question que je me pose aussi par rapport à tout ça. Quelle place laisser au plaisir dans tout ça ? C'est-à-dire que comment avoir des usages sobres tout en laissant de la place au plaisir ? Ça, c'est une super question, ouais. On peut avoir tendance à culpabiliser, à se dire qu'il faudrait qu'on arrête tout ce qui est problématique, tout ce qui pollue un tant soit peu, tout ce qui est consommation en grande quantité de contenu, voire même création de contenu, alors qu'il y a certains contenus en ligne qui vont être vraiment enrichissants. Alors voilà, où poser le curseur, où poser la limite, je pense pas qu'il y ait une réponse toute faite, mais... Ouais, bien sûr. Moi, je trouve que c'est une excellente... C'est une magnifique question qui m'a un petit peu... qui m'a intéressée là, les derniers mois, parce que j'ai parcouru un livre, entre autres, que j'étais en train de feuilleter, et je me suis rendu compte, je crois que c'était de Robert Mizrahi, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, et lui, il disait qu'effectivement, dans les combats environnementaux, ce qu'il aimait pas trop dans les discours d'écologistes, c'était qu'effectivement, il y avait cette absence de plaisir, ou en tout cas qu'on oubliait que finalement, on voulait que la Terre soit plus belle, mais c'était dans l'idée que, en tant qu'être humain, on ait plus de plaisir à vivre dessus, quoi. Enfin, c'était beaucoup plus joliment dit que ça, mais il y avait cette notion effectivement de plaisir, de jouissance quelque part, etc. Et en fait, c'est fondamental parce que c'est vrai, l'être humain sans jouissance, sans plaisir, je sais pas ce qu'on deviendrait. Moi, je pense par contre que le chemin n'est pas si difficile que ça, dans la mesure où, quand on commence à se limiter dans l'usage des choses et dans la consommation, mais là au sens large du terme, et là si je reprends l'analogie avec la substance un peu plus toxique que le numérique, enfin que ça a l'air, par exemple si je reprends l'usage de l'alcool, si je prends la comparaison de l'alcool, alors je vais pas prendre l'exemple de la drogue parce que là c'est complètement différent, mais un usage par exemple de l'alcool qui, par ailleurs, je le précise, est en vente libre, parce que quelque part on peut se shooter complètement avec de l'alcool et c'est pourtant en vente libre. Je fais juste cette petite parenthèse en passant, mais elle peut être quand même dangereuse avec l'excès. Donc si on repart ça, effectivement en excès c'est mauvais, mais par contre si on boit un petit verre de bon vin de temps en temps, ça peut être fort bien et fort agréable. Donc peut-être qu'on peut se dire, alors je sais pas si le parallèle est intéressant, mais en tout cas moi il me parle, mais je peux me dire que finalement quand on a moins de contenu, quand on a moins d'usage, ou en tout cas quand on ne se baffre pas finalement, on a beaucoup plus de plaisir à accepter les choses et à les apprécier. C'est-à-dire qu'effectivement, le trop n'est jamais bon. Enfin, le trop nous empêche le plaisir aussi. C'est pour ça que, et là ça rejoint un peu l'état d'ébriété dont je parlais tout à l'heure, mais le trop va empêcher le plaisir. On peut pas avoir trop d'amis, on peut pas avoir trop d'images, on peut pas écouter trop de musique. Le trop n'est pas, le trop est absent, nous enlève le plaisir. Donc je pense que quand c'est du choix, quand c'est de la sélection, quand c'est une certaine rareté parfois, ça permet effectivement d'apprécier davantage, et là le plaisir revient. Donc je pense qu'effectivement, quand on fait trop, le trop est ennemi du plaisir, je pense. Ouais, je suis complètement d'accord. Si on prend une autre analogie, c'est un peu comme si on passait notre temps à manger, on n'aurait plus aucun plaisir à manger. Totalement.
Mais c'est vrai, on s'en rend bien compte que quand on mange trop, c'est d'abord on se sent mal après, et puis on a moins le plaisir. Mais par contre, voilà, la quantité, c'est vraiment terrible, quoi. La quantité et qualité, ça va pas ensemble, quoi. Et d'ailleurs, une autre analogie qui rejoint le numérique, moi j'ai été frappée il y a quelques années quand j'avais travaillé sur un ouvrage avec Duno sur l'audio, parce que c'était ma spécialité de l'époque. Je me suis rendu compte, parce que j'ai étudié tout l'algorithme du MP3 qui venait de sortir, c'était en 2001-2002, et je me suis rendu compte en travaillant sur cet ouvrage que finalement, j'étais devant un choix qui avait été fait, c'est-à-dire qu'on commençait à choisir la quantité au détriment de la qualité, du fait d'utiliser du MP3 qui était 1/10 de la valeur de la qualité CD en quelque sorte. Et là, j'ai eu une espèce de révélation, c'est-à-dire je me suis rendu compte que, voilà, que le choix était fait, c'est-à-dire au détriment de la qualité, mais que c'était le volume qu'on cherchait. C'est-à-dire on voulait balancer un maximum de titres de musique basse def, plutôt que finalement d'écouter un truc super beau, bien défini comme avant, j'ai envie de dire, et a fortiori avec l'analogie. Et moi, ça m'a beaucoup frappé, ça. Ça rejoint vraiment une question de fond du numérique, c'est-à-dire que ça a privilégié la quantité. Le terme dématérialisation est un terme qui ne devrait pas être utilisé. Dématérialiser ça devrait être une disparition. Et en fait, quand on passe, par exemple, quand on dit on a dématérialisé ceci ou cela, on devrait dire, quand c'est numérique, en tout cas, on devrait dire toujours dématérialiser autrement. Parce qu'on on transforme l'atome en octet, mais l'octet est aussi de l'atome dans le sens où effectivement il va y avoir une infrastructure physique lourde, les câbles, les serveurs, les terminaux, etc., etc. Donc on passe d'une matérialité à une autre, mais c'est en aucun cas de la dématérialisation. Sinon, c'est de la magie. Et la magie, en numérique, ça n'existe pas. Donc, ça serait de la magie, c'est ma sorcière bien-aimée, ça ne marche, ça n'existe pas. Donc, c'est très intéressant de voir aussi qu'on a utilisé, et qu'on utilise toujours, des termes qui sont complètement éthérés, comme, dématérialisé. Et puis, par exemple, il y a un autre qui est magnifique, c'est le cloud. Ça, c'est celui-là, on plane à 100 000, quoi. Ces termes, c'est nier l'existence des data centers. C'est nier l'infrastructure. C'est nier l'infrastructure, l'usine à gaz qui est derrière nous, qui est en dessous de nous. Bon, ça, c'est parce que c'est invisible, effectivement, parce qu'on le palpe pas, comme vous disiez. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous, le slogan de Point de Mire, la maison de l'informatique plus responsable que j'ai fondée donc il y a quelques années, et cofondée par mon associée Céline Ferré, c'est qu'en fait, on a adopté très rapidement le slogan qui était « rendre visible l'immatériel ». Pour pouvoir justement toucher du doigt, palper, prendre... Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a rien de mieux de ne pas utiliser du numérique pour parler du numérique. Je pense qu'il est de bonne loi d'utiliser des moyens qui ne seraient pas numériques pour parler de l'impact environnemental du numérique. Manque de bol, c'est assez rare de pouvoir le faire, parce que quand on sensibilise, alors surtout maintenant quand on est en visio, là on utilise l'artillerie lourde. Mais le mieux, c'est par exemple de parler comme on le fait avec les jeunes, avec une classe, en immersion, et qu'on montre des choses, mais pas forcément par le biais d'un ordi. Le mieux, c'est vraiment de leur en parler sans machine, quoi. Et puis ça leur fait faire des parallèles aussi, et je pense avoir une compréhension de la technologie très différente, le fait de ramener ça palpable. En plus, on a tellement tendance à tout numériser, ça fait du bien de voir qu'il y a des initiatives qui justement prennent le contre-pied de ça et remettent la valeur de manipuler, de tester, d'être dans l'espace. Et nous, on en rajoute une petite couche. On met beaucoup en avant la lecture, et la lecture de bouquins, de vrais livres, qui parlent de ces sujets qui nous intéressent évidemment. Donc on a une petite galerie de bouquins qui parlent tous les uns de manière assez différente de l'impact environnemental du numérique ou des problématiques justement de l'esclavagisme numérique ou de l'extractivisme ou des choses comme ça, en écrivant des mots, quoi. Et en fait, je trouve que c'est très intéressant. Moi, les livres m'ont beaucoup plus inspiré que n'importe quel rapport parlant d'équivalent CO2 ou d'autres types d'impact. Alors évidemment, les rapports, je les lis parce que c'est tout à fait intéressant, il faut, et puis voilà. Bien sûr, c'est comme ça que j'ai appris et que je reste en veille. Mais par contre, ce qui est vraiment inspirant, c'est le livre, et ce qui est vraiment bouleversant, c'est le documentaire sur ces questions-là.
C'est pas un rapport n'est pas bouleversant et inspirant, je crois pas. Non, je pense que ça refroidit au contraire un petit peu toutes ces données froides. Ça crée une distance, je trouve, par rapport aux problématiques. Là où le livre va nous immerger, va nous prendre par les émotions, encore plus le documentaire. Et puis j'ai eu des enfants moi-même, j'en ai toujours d'ailleurs, et bon voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, comme j'ai pu. Je pense pas avoir privé mes enfants de l'essentiel. Je crois qu'ils me le montrent bien maintenant qu'ils n'ont pas été privés de tout ça. Et pourtant, on a été, nous les parents, très fermes par rapport à des tas de choses à ce point-là, sur cet angle-là. Donc à la fois leur montrer la réalité des choses et à la fois aussi en termes d'usage. Nous, on n'a jamais eu des téléphones à table et on n'a jamais eu des téléphones quand on parlait ensemble. Voilà, des choses comme ça. Effectivement, je pense que à partir d'un certain âge et d'une certaine prise de conscience, justement leur expliquer ces impacts environnementaux, c'est un bon moyen aussi de leur faire prendre conscience de leurs choix, de certains... Enfin, par exemple, quand je vois des adolescents qui veulent le dernier iPhone ou je sais pas quoi, qui vont criser pour l'avoir, bon, en fait, je suis persuadée que pour beaucoup d'entre eux, simplement en remettant les choses dans leur contexte, en expliquant ce que ça implique, il peut déjà y avoir une sensibilisation. On voit bien, de toute façon, les jeunes s'engagent énormément pour l'écologie. Ils ont conscience qu'il y a des problématiques, ils veulent changer les choses. Donc, c'est intéressant, je trouve, cette manière d'aborder les choses que vous avez eue, d'expliquer, de mettre des limites et de faire prendre conscience aux adolescents. Ce que vous mettez en place avec Point de Mire également, c'est pareil, c'est génial de pouvoir sensibiliser les enfants plus jeunes et moins jeunes justement à ces problématiques, et j'ai bon espoir que ça... disons que pour nous, il me semble que alors quand c'est très jeune, CM1, CM2 par exemple, c'est bien parce que c'est avant la bascule du smartphone, peut-être au collège. Après, quand c'est plus âgé, c'est de plus en plus tard, j'ai envie de dire, et de plus en plus trop tard peut-être. Ça, c'est la partie un peu pessimiste. Mais quand on reste optimiste, oui, je pense que c'est bien, effectivement. Après, je pense que c'est une simple couche d'anti-rouille qu'on passe, nous. S'il n'y a pas d'autres couches qui passent après, ça va pas prendre. Et en fait, voilà, donc nous, notre pouvoir, il est très, très relatif. Notre influence est très relative dans le sens où, après cette couche en question, s'il n'y a pas l'apport des parents ou l'apport de l'école qui en remet, qui reprend le flambeau et des choses comme ça, une seule couche suffira pas, ça c'est absolument clair. Mais ça peut peut-être tomber dans des oreilles aussi très attentives et je pense que voilà, ça plus d'autres discours, ça se complète bien. Mais c'est vrai que vous faisiez allusion aux jeunes gens aux jeunes en général qui s'engagent pour le climat, par exemple, des choses comme ça. Ça, c'est absolument génial. En revanche, c'est très séparé le numérique, curieusement. C'est-à-dire qu'on s'engage à fond, mais par contre, notre smartphone, il faut qu'il soit quand même en train de fonctionner en permanence. Alors, pas pour tout le monde, mais enfin, l'écrasante majorité, c'est ça. Donc, on peut faire des manifs et s'engager pour plein de choses, etc. Mais en revanche, on peut pas lâcher les réseaux sociaux sur son téléphone et tout. Moi, c'est ce que me disait ma fille quand elle avait commencé ses grèves suite à la découverte qu'on avait faite de Greta Thunberg, etc. Les grèves du vendredi matin. Ma fille les faisait avec ses potes et c'était génial. Mais elle me faisait la remarque en me disant, en fait, ouais, c'est super, je suis contente qu'on ait tous à faire ça, mais en fait, je suis un peu la seule à faire attention aussi à mon usage numérique, et les autres, c'est complètement séparé, c'est un tiroir totalement à part, quoi. Et là, je pense qu'il y a un vrai sujet. Après, il faut arriver à voir comment on peut l'ouvrir, ce tiroir, davantage, quoi. Je sais pas. Oui, tout à fait. Après, c'est sûr qu'effectivement, c'est intéressant d'avoir ces interventions ponctuelles, mais il faut que l'approche soit globale de toute manière. C'est ça, que les parents, les établissements scolaires et compagnie travaillent tous ensemble pour que ce soit aussi un effet social. Enfin, l'appartenance sociale est tellement importante quand on est un adolescent que s'il n'y a pas un mouvement social, c'est difficile d'aller contre ce qui se fait, ce que font les potes, comme disait votre fille. Donc, c'est ça, c'est carrément ça. Ouais. Donc c'est très bien de commencer par des interventions ponctuelles, mais c'est vrai que ce serait super qu'il y ait tout un processus qui se mette en place autour de ça et qu'il y ait une émulation commune, quoi, pour que ça reste ancré. Ouais. Au niveau de Point de Mire, il y a des choses que vous voulez ajouter sur ce que vous faites?
il y a quand même un engagement dans Point de Mire, parce qu'on est en grande partie bénévole. On est engagé parce que on le fait ça souvent le soir, les week-ends, parce que par ailleurs on a tous un travail, même si moi je travaille sur le même sujet au sein d'une autre structure qui fait de la formation sur ces questions-là. Mais du coup, moi j'ai pas l'impression de faire sur deux structures différentes parce que c'est la même chose que je traite, mais on a un ton un peu différent avec Point de Mire parce que c'est plus engagé. Et puis je participe de plus en plus à des groupes de travail et des tables rondes qui me permettent d'exprimer justement un peu ce que j'ai exprimé au tout début de notre entretien, c'est-à-dire quelque chose qui est aussi ancré dans le monde économique dans lequel nous vivons. Donc je ne me gêne pas de parler un peu plus, d'intégrer cette problématique dans cette logique marchande qui me gêne depuis toujours et plus que jamais, et qui me semble être quand même à l'origine de pas mal de nos maux, MAUX. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'on essaie aussi de s'ouvrir vers l'étranger. On avait eu l'occasion de collaborer, ça c'était ma collègue qui l'avait fait, mon associé qui avait participé justement à une table ronde avec le Bahreïn, donc ça c'était très atypique pour nous. On l'a fait aussi, on collabore avec la Belgique pour pas mal d'actions. Et puis tout récemment, là je viens de participer à une table ronde avec le Brésil. Occasion aussi de parler des déchets électroniques au Brésil, qui est une vraie plaie, enfin qui est un vrai sujet. Et donc j'ai trouvé que c'était une ouverture vraiment très très intéressante, parce que ça permet vraiment de penser autrement, de sortir du truc franco-français où on sait que oui, on est en avance dans le Green IT, numérique responsable, mais on n'est pas les seuls à réfléchir là-dessus, loin de là. Et donc, c'est bien aussi d'avoir une cartographie un peu plus générale et plus globale. Il se passe plein de trucs dans le monde, plein de trucs en Europe là-dessus, sur ces questions-là. Et c'est important de le souligner, et je trouve qu'on ne le fait pas assez en France. Donc, notre idée, c'est aussi de participer à ce soulignement. Alors j'ai une dernière question. J'aime bien finir les épisodes par un challenge à lancer aux auditeurs. Oh. Est-ce qu'il y en aurait un qui vous viendrait à l'esprit ? Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer de faire en sortant de ce podcast ? Alors moi j'en ai un qui est tout près là dans ma tête, parce que je me le suis fait à moi-même depuis quelques mois, donc j'invite les auditeurs à essayer de le faire. Bon, c'est pas très facile, mais c'est pas non plus si difficile que ça. Il y a des trucs dans la vie qui sont beaucoup plus durs, je trouve. C'est en fait d'oublier son téléphone une fois par semaine, d'oublier son smartphone une fois par semaine, l'oublier délibérément bien sûr, et alors évidemment sous réserve qu'on soit joignable sur un fixe ou autrement. Si on va au bureau ou c'est chez des amis, enfin toujours donner des indices comme quoi on est joignable, parce qu'il y a toujours des urgences, il y a toujours des nécessités. C'est évident, je vis pas hors sol, mais c'est faisable, et du coup moi j'essaie de m'y employer une journée par semaine. Et c'est assez super. formidable, parce que du coup ça marche assez bien, parce qu'on se sent très très libre. Ou alors il peut y avoir un autre challenge, dès demain, d'essayer d'éliminer, de faire un choix et de dire il y a une application que je fais disparaître de mon smartphone. Une, Super. parmi celles que j'ai. Ce qui permet de réfléchir un peu, se dire celle-là finalement, je l'utilise pas tant que ça, à quoi elle me sert. Ça permet en fait de s'interroger sur son propre usage, et là c'est nous qui choisissons, donc c'est pas quelque chose d'imposé. Et voilà, c'est une occasion de réfléchir sur ce truc-là, c'est pas mal. Ah, j'aime beaucoup ce deuxième challenge. Le premier aussi. Et puis même, j'irais jusqu'à dire, si jamais c'est vraiment trop stressant d'oublier son téléphone, le mettre dans le fond du sac et l'éteindre déjà, ça va faire quasiment le même effet. Oui, quand je dis oublier, on s'entend. C'est vrai que ça peut être ça, sauf qu'on connaît nos degrés de résistance, et on sait que quand on a des bonbons dans le sac, à un moment donné, on peut craquer un bonbon ou des clopes. Moi, j'étais ancienne fumeuse, donc je le sais. Moi, j'ai fait exprès d'oublier mon paquet de clopes. Alors, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. J'allais en acheter des nouvelles. Et puis, sinon, j'en tapais aux autres. Enfin bon, on n'est pas à l'abri de nos propres ruses. Donc, s'il est trop proche de nous, c'est pour ça que je dis oublier, parce que s'il est trop proche de nous dans notre sac, je suis pas sûre que ça le fasse. Tout dépend de notre niveau d'addiction et d'usage. Il y a des gens qui peuvent, à mon avis, tenir avec ça, d'autres qui ont vraiment besoin de couper le cordon pendant un petit moment.
Ouais, je pense tout à fait que ça peut être intéressant de le faire vraiment à 100% Physiquement, en quoi. l'oubliant complètement. Ouais, physiquement, Ouais, c'est complètement. physiquement, c'est comme le mettre dans une autre pièce quand on est en train de faire quelque chose, de le mettre ailleurs, c'est important aussi, quoi. Complètement. Mais c'est vrai que rien que de l'éteindre, alors même si j'invite complètement à l'oublier physiquement, rien que de l'éteindre, on se rend compte déjà de certaines fois où on va l'attraper par réflexe. Oui. Et le fait qu'il soit éteint, on va se rendre compte de ce geste automatique. Donc C'est c'est ça. aussi quelque Ouais, chose. ouais. Bon, du coup, on a donné plein de challenges là. Merci beaucoup Bella pour cet échange. C'était vraiment super de rien. enrichissant. Merci d'avoir écouté l'épisode. Vous l'aurez compris, les impacts écologiques ne sont pas juste les émissions carbone produites par le stockage de données. C'est aussi les mauvais usages qui détériorent nos appareils, les métaux rares qui les constituent et sont prélevés dans des conditions terribles, ou les déchets qu'ils engendrent. Ce qui m'a particulièrement marqué dans cet échange, c'est que l'impact environnemental est directement lié à nos usages. Effectivement, en ayant de meilleures habitudes, en consommant moins de contenu, ou encore en résistant à l'appel d'équipements surperformants, on va logiquement contribuer à réduire notre impact environnemental, contribuer à un système plus éthique et augmenter notre bien-être au quotidien. C'est un cercle vertueux. C'est super encourageant, vous n'avez qu'un effort à faire et ça se répercute positivement sur plein d'aspects autour de vous. Et si vous voulez approfondir le sujet, un petit épisode bonus est disponible où Bella nous partage certains documentaires sélectionnés pour des projections débats dans le cadre de son association Point de Mire. De petites pépites cinématographiques pour approfondir certaines thématiques. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'épisode par mail et si tu posais ton tel@gmail.com ou sur le compte Instagram du même nom. Et si l'épisode vous a plu, à me laisser un avis positif sur Apple Podcasts ou un petit cœur sur Spotify. Je vous laisse maintenant aller supprimer une de vos applications et n'oubliez pas d'oublier votre téléphone de main. On se retrouve bientôt sur un autre épisode de Et si tu posais ton tel. À bientôt!